généralement, quand on me pose la question, je décris Tisanet comme un anti-héros de la parapsychologie française. C'est pas du tout un chevalier blanc, c'est pas non plus un chevalier noir, effectivement, de la parapsychologie. C'est un anti-héros avec des facettes complètement contradictoires que je suis totalement incapable d'expliquer précisément pour chacune d'entre elles. Obligatoirement, puisqu'on va rentrer dans les années 60-70, l'ufologie va commencer à faire son chemin en France, et je dirais presque obligatoirement, c'est un mouvement qu'il va suivre. Il est à Montpellier, je crois, pour sa retraite. Il vit à Montpellier, donc il n'est pas très loin d'Aix-en-Provence, patrie du célèbre Jimmy Guilleux. Oui, exactement. Jimmy Guilleux, l'auteur des premiers ouvrages en France sur les soucoupes volantes, quand même, c'est pas bien. Oui, c'est quand même le précurseur en France. Hein. Oui, c'est ça. Auteur de SF, essayiste aussi, puisqu'il a écrit quelques textes documentaires, en fait, sur les soucoupes volantes. Bon, il va se lier d'amitié avec Jimmy Guilleux, qui va devenir un éditeur. C'est deux forts caractères, quand même. Hein. Enfin, oui, c'est moins qu'on puisse dire, oui. C'est des grandes gueules, les gars, quoi. Exactement. Et donc, il va se rapprocher de Jimmy Guilleux. Il y a toute une correspondance qui existe dans les archives de Tisanet. Et aussi du côté de Guilleux, hein. J'ai pu avoir accès à une toute petite partie de ces archives-là. Et donc, les deux hommes, vraiment, s'entendent plutôt bien. Ils font des conférences ensemble. Et puis, à la fin de sa vie, on est dans les années 70, Tisanet s'intéresse de plus en plus à l'ufologie. Quelque part, on a eu quand même beaucoup de chance que ces archives n'aient pas été détruites avec les enregistrements, parce que Tisanet se posait la question lui-même, est-ce que ces archives devraient être conservées quand même? Oui, dès les années 30, dès les années 40, au début de ses enquêtes, il se posait la question de la pertinence de garder cela, en fait. S'il fallait pas un jour mettre au feu toutes ces archives qu'il considérait, lui, comme maudites. Hein. En fait, très rapidement, dans les premiers temps, où il commence à collecter, à archiver ces documents-là, il s'aperçoit dans sa maison de phénomènes un peu étranges. Il y a le berceau de son fils qui se déplace tout seul, il y a des bruits un peu étranges qui se manifestent. Donc il se dit, oula, peut-être que c'est pas forcément une bonne idée d'écrire là-dessus, de réunir des documents là-dessus. Il y a quelque chose de... Peut-être que c'est moi quelque chose d'assez malsain, en fait. Il y a un côté schizophrénique, alors, c'est-à-dire vraiment cette volonté d'archiver. Mais en tout cas, du moins, une forme d'inquiétude, de crainte, en tout cas, puisqu'il l'écrit à l'un de ses correspondants, il dit, est-ce que je fais bien, finalement, de garder cela, de conserver cela? Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'être tout simplement détruit et d'empêcher, dans le futur, que des gens s'intéressent à mes travaux? Donc, il a déjà l'idée de la postérité, en fait. L'idée d'une lecture possible dans le futur de ses propres travaux, et fort heureusement tout cela a été conservé. Encore une fois, comme tu l'as dit, c'est pas quelqu'un qui cherchait, alors j'imagine qu'il répondait aux demandes d'interview quand on lui en faisait, mais il n'était pas spécialement à la recherche d'une médiatisation à tout prix. Non, pas du tout, non. Son travail, c'est un travail avant tout de chercheur. Il se considérait lui-même comme un enquêteur et un chercheur, et ce qui primait, c'était vraiment l'accumulation de ce que lui considérait comme étant des preuves. Voilà. Donc toute sa vie, ça a été cela. Accumuler.